Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 6 décembre 2012. À Infomag ce soir, grande guignolée des médias ce matin. 12e Téléthon, les organisateurs confiants. Budget 2013 à Gatineau, le conseil est divisé. Robert Goulet et Raymond Beaune honorés. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, c'est ce matin qu'avait lieu la 12e guignolée des médias un peu partout au Québec. Rappelons que depuis de nombreuses années, des guignolées sont organisées dans le but de venir en aide aux familles dans le besoin. Traditionnellement, on passait aux portes en chantant des cantiques de Noël dans le but de ramasser des denrées non périssables. Ce genre de guignolée existe encore de nos jours dans plusieurs paroisses. Depuis 12 ans maintenant, les médias de partout au Québec s'unissent le temps d'un avant-midi pour solliciter la générosité des citoyens à l'approche du temps des fêtes. Tout l'argent qui est recueilli est remis directement aux différentes banques alimentaires. Dans la région de la Basse-Lièvre, les automobilistes ont été sollicités à 3 intersections cet avant-midi et tous les dons ainsi que toutes les denrées recueillies ont été remises à l'Ami de l'Entraide, la Banque alimentaire des secteurs Buckingham, Masson-Angers, mais également des municipalités de l'Ange-Gardien et de Maillot. Lucie Carrier, la directrice générale de l'Ami de l'Entraide, s'est dite très heureuse de la générosité des citoyens. Ça passe très, très bien. Nous sommes à 3 secteurs. Ici, c'est la rue Bélanger-McLaren. On a commencé à 6h15 avec un montant de 750 $. On a commencé avec ça. Les citoyens, citoyennes, ils savent qu'une banque alimentaire, les besoins sont grands et puis ça peut arriver à n'importe qui. Fait que les gens sont très sensibilisés à cette cause-là. Le 12e Téléthon du Club Lion de Buckingham a eu lieu dimanche dernier en direct sur nos ondes. On sait que le Téléthon a pour but de ramasser des dons afin de remettre des paniers de Noël à des familles dans le besoin de notre communauté. Rappelons qu'en plus des paniers aux familles, des cadeaux sont également remis à des enfants de 0 à 15 ans, mais aussi aux personnes âgées qui vivent autant au centre d'hébergement, à l'hôpital que dans les résidences privées pour personnes âgées. Donc, entre 13h et 21h, les spectateurs présents à la salle des Chevaliers de Colomb et les téléspectateurs de TVC Basse-Lièvre ont pu assister à un spectacle haut en couleur qui mettait en vedette plusieurs artistes de la région. On a eu même droit à une visite surprise de la part de la chanteuse Claire Pelletier. C'est l'équipe d'animateurs du 104.7 FM Outaouais qui a assuré l'animation de la journée. À la fin du Téléthon, on avait amassé un peu plus de 62 000 $ sur un objectif total de 68 000 $, mais on nous assure que les dons continuent d'être acheminés. L'objectif devrait donc être atteint très bientôt, ce qui va permettre au Club Lion d'offrir les 250 paniers de Noël prévus. Le budget 2013 de la Ville de Gatineau a été adopté mardi soir dernier par le conseil municipal. Peu de surprise pour les payeurs de taxes, étant donné que toutes les discussions pré-budgétaires avaient été rendues publiques. Donc, en 2013, Gatineau va gérer un budget de 521 millions de $, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2012. On peut également noter que l'impôt foncier va augmenter de 2,5 % pour les résidences, ce qui représente 73 % des revenus de la Ville. Par ailleurs, la masse salariale augmente de 6,4 millions de $ pour s'établir à près de 240 millions de $. Quant à la quote-part de la Ville à la STO, elle s'établit à 49 millions de $, c'est-à-dire une augmentation de 4 millions par rapport à 2012. On peut également noter que Gatineau va investir 102 millions de $ dans ses infrastructures. Un budget que le maire de Gatineau, Marc Bureau, qualifie de très responsable. Un extrait de son discours de mardi dernier. Avec ce budget, la Ville prend les moyens pour faire face à ses obligations, tout en maintenant la qualité des services offerts aux citoyens. Ainsi, le Conseil municipal entend maintenir le cap sur les investissements dans les routes
les parcs, les réseaux d'aqueducs et d'égouts et de transport en commun, les usines d'eau, les arénas, les bibliothèques, les centres communautaires et dans le logement social. Ces infrastructures vitales permettent d'offrir des services de qualité aux citoyens, que ce soit les jeunes qui participent à des activités sportives et de loisirs, les familles qui profitent des sentiers récréatifs et qui assistent à des spectacles, ou encore les aînés qui prennent part à des initiatives d'organismes soutenus par la Ville ou qui se rassemblent dans des lieux publics sécuritaires. Tous ont des besoins différents auxquels la Ville doit répondre en maintenant un niveau élevé de satisfaction. Et les 5 conseillers membres du parti Action Gatineau ont tous voté contre le budget. Essentiellement, on reproche au conseil municipal d'investir la totalité des nouveaux revenus dans les infrastructures. On sait que le chef du parti, Maxime Pedneau-Jobin, avait proposé de garder 10 % de cet argent pour mettre dans les programmes sociaux. Voici ce que M. Pedneau-Jobin avait à dire mardi soir dernier. Le budget contient des initiatives souvent intéressantes, une augmentation du taux de taxe qui est raisonnable, mais des actions à la pièce sans vision d'ensemble et sans arrimage avec les défis auxquels Gatineau est confronté. Un budget devrait être la concrétisation financière d'un programme pour l'avenir. Ce n'est pas le cas ici. Le plus bel exemple de cette réalité, c'est le refus d'adopter un amendement proposé par Action Gatineau, refus qui illustre bien la distance entre les deux partis politiques ou les deux groupes politiques présents au Conseil. Nous avions proposé un amendement raisonnable qui consistait à consacrer 90 % plutôt que 100 % du pacte fiscal pour les infrastructures, réservant ainsi 10 % pour les autres missions municipales. À Gatineau, on n'a jamais eu autant de jeunes familles, jamais eu autant d'aînés. On a des défis importants en matière de pauvreté, de logement et de développement économique. Je vous souligne que le maire de Gatineau, Marc Bureau, va être mon invité la semaine prochaine lors de l'émission Parole à l'élu. Évidemment, on va parler du budget 2013. Encore une fois, la politique de transport scolaire de la commission scolaire au cœur des vallées fait jaser. On sait qu'en début d'année scolaire, la CSCV avait annoncé une refonte complète autant de ses circuits d'autobus que de l'emplacement spécifique des arrêts. On voulait ainsi répondre aux recommandations du vérificateur général du Québec. Le but était de diminuer autant les coûts du transport que de privilégier le transport actif, donc la marche. Eh bien, la CSCV a reçu une dizaine de plaintes de la part de parents inquiets et pour une fois, un parent vient d'avoir gain de cause. En effet, Daniel Gagné, dont le fils fréquente la maternelle, a réussi à convaincre 8 des 15 commissaires qui étaient présents à la réunion d'hier que l'autobus devait ramasser son enfant devant la maison. Notons que depuis le début de l'année, M. Gagné doit transporter son fils de 5 ans à l'intersection des chemins Jeté et Gaspard à l'Ange-Gardien, même si l'autobus passe directement devant sa maison. Selon le père de famille, l'endroit n'est pas sécuritaire puisqu'il est sombre et qu'il n'y a pas de lampadaire. De plus, il s'agit d'un chemin privé qui est mal déblayé l'hiver. Une mesure qui ne coûterait rien, étant donné que l'autobus passe déjà directement devant la résidence de M. Gagné. Eh bien, il aurait fallu une délibération de près de 30 minutes à huis clos pour que le vote soit pris à 8 commissaires pour et 7 contre, malgré la simplicité de la demande de M. Gagné. Toujours à la CSCV, le Conseil des commissaires a adopté hier une résolution pour qu'un financement annuel maximal de 25 000 $ au cours des années 2013 et 2014, ainsi que 2014 et 2015, soit accordé au Comité d'amélioration de la persévérance scolaire en Outaouais. On sait que la table d'éducation Outaouais a créé le comité pour contribuer à la réussite des étudiants de la région. Chaque commission scolaire de l'Outaouais s'est vue attribuer un chargé de projet dont le but est d'améliorer le taux de persévérance scolaire sur son territoire. Les tâches associées aux actions locales vont être définies par la direction générale de la CSCV. Le maire de l'Ange-Gardien, Robert Goulet, et le directeur du service de protection contre l'incendie et les premiers répondants, Raymond Beaune, ont reçu tout un honneur lors du conseil municipal de lundi soir dernier. En effet, ils ont été décorés de la médaille du Jubilé de l'argent de la reine Élisabeth II.
Soulignons que cette médaille a été créée dans le cadre du 60e anniversaire de l'accession au trône de la reine. Elle permet de reconnaître la contribution de Canadiens au développement du pays. C'est le conseil municipal qui avait soumis la candidature de M. Goulet pour souligner ses nombreuses années au sein de la Gendarmerie royale du Canada et pour marquer plus de 20 ans de service de M. Raymond Beaune au sein du service des incendies de l'Ange Gardien. Le Centre de la petite enfance, le lièvre et la tortue, qui possède 2 installations dans la municipalité de l'Ange Gardien, a obtenu l'assurance que près de 140 nouvelles places vont être ajoutées d'ici 2014. On sait qu'actuellement, le CPE accueille 47 enfants dans le secteur du vol à voile et 30 sur le chemin des Bouleaux. Évidemment, l'annonce de ces nouvelles places signifie qu'une 3e installation va devenir nécessaire. Le directeur général de la municipalité de l'Ange Gardien, Alain Descarreaux, nous indique que pour le moment, on ne sait pas encore où la nouvelle installation va être construite. Le gouvernement a annoncé récemment au CPE, le lièvre à la tortue, l'octroi de 78 places supplémentaires pour 2013-2014 et de 60 places supplémentaires pour 2015-2016. Il y aura possiblement, presque assurément, la construction d'une nouvelle installation. L'emplacement, il y a un emplacement qui est ciblé pour l'instant, mais ce n'est pas au vol à voile. On reste du côté de l'Ange Gardien. La conseillère représentant le quartier de Glenhammon, Diane Racine, a fait parvenir sa démission au conseil municipal, étant donné qu'elle habite maintenant la ville de Gatineau. Alain Descarreaux nous dit ce qui va se passer avec ce poste laissé vacant. Le poste de conseiller de ce district est vacant. Étant donné que cette vacance survient à moins d'1 an de l'élection générale de novembre 2013, il n'y aura pas d'élection partielle pour combler le poste. J'en profite pour mentionner aux citoyens du district Glenhammon qu'entre-temps, pour la période jusqu'aux prochaines élections, ils peuvent communiquer directement avec M. le maire pour toute question concernant le quartier de Glenhammon et de ne pas hésiter à l'appeler directement ou le contacter par courriel. Pour la 5e année, Émilie Barrette et Claude Cadieux organisent un souper pour les personnes qui se retrouvent seules le soir de Noël. Une activité qui a connu des débuts plutôt humbles en 2008, mais qui a vraiment connu de plus en plus de succès au cours des années. Pour nous en parler, j'ai rencontré Émilie Barrette un peu plus tôt cet avant-midi dans nos studios. Émilie Barrette, pour la 5e année consécutive, déjà 5 ans, vous présentez, et ça se passe le soir même de Noël, à Noël, on se rassemble. J'aimerais qu'on commence par parler un petit peu là, de l'idée derrière cet événement-là. C'est né, on le disait, il y a 5 ans. Comment l'idée vous est venue? Mais en fait, à ce moment-là, je travaillais dans un restaurant, puis en jasant avec une personne, lui demandant qu'est-ce qu'il faisait durant le temps des fêtes, il me disait que lui avait des enfants. Par contre, il célébrait Noël seul. Donc, de là est venue l'idée, puis il me disait que Noël, ça le déprimait beaucoup. Puis c'est là où est-ce que je me suis dit, malgré le fait que des fois, il y en a qui ont des enfants, ils ont de la famille, ou sont éloignés, ou ils n'ont peut-être pas de contact, c'était une réalité. Puis c'est là où est-ce que je me suis dit, pourquoi qu'on ne part pas un souper de Noël pour les gens qui, justement, à Noël, sont seuls. Donc, j'en ai parlé avec mon entourage, j'ai eu beaucoup d'appui, puis c'est vraiment là où est-ce que j'ai eu l'idée. Et vous étiez avec une de vos amies, on parle de Claude Cadieux. Oui. Au tout début, quand vous avez commencé le projet, vous me disiez tantôt que, bon, vous vouliez rassembler des gens, vous vouliez qu'on mange à Noël, et c'est vous-même là qui vous occupiez avec votre équipe de préparer le repas de Noël. Oui, parce que la première année, il faut dire que c'était difficile parce que moi, je représentais pas un organisme, donc j'étais vraiment une personne, puis je n'étais pas connue, je ne suis pas connue non plus, donc c'est d'aller voir les commerçants, d'aller voir les gens qui croient ton projet, puis c'était la première année, donc eux ne savaient pas c'était quoi, puis au niveau de la crédibilité, j'étais qui par rapport à la communauté, si on peut dire ça. Donc au départ, c'était vraiment difficile d'obtenir des fonds, donc il a fallu qu'on prépare, là, mes amis et moi, ma famille, on a préparé la nourriture, puis on n'avait pas beaucoup de fonds au départ, donc c'était
c'était plus difficile là, dans les premières années de faire connaître et de faire valoir l'événement là, auprès de la population. Oui, justement, faire connaître, oui, au niveau des marchands pour avoir des sous, mais aussi auprès de la population. Première année, vous avez une dizaine de personnes qui se sont présentées. Oui, exactement. C'est une dizaine de personnes, puis c'est ça, les gens aussi, il y a beaucoup de, peut-être de la méfiance, c'est qui, c'est quoi, donc l'événement n'était pas connu, donc oui, c'était difficile d'attirer les personnes parce que ils se disaient, ça part de où, puis ça vient de qui, tu sais, je représentais pas personne, donc c'est sûr que la première année, avec les 10 personnes, on a eu du plaisir, sauf que c'est sûr qu'on aurait espéré plus, mais on s'est dit que c'était un début, puis on était conscient que la première année, elle allait peut-être être moins populaire. Là. Mais au fil des années, l'événement qui est de plus en plus connu, on parle, l'année dernière, vous aviez 95 personnes, 95 participants là, qui sont venus fêter avec vous à Noël. Oui, c'était magique là, parce que le fait aussi que la salle est pleine, on dirait que ça donne plus d'ambiance, puis les gens aussi, c'est plus facile aussi faire des liens, c'est moins gênant aussi parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont gênés ou ils ont peur d'arriver là seuls. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est on ne sait pas qui est bénévole, puis on ne sait pas qui est là parce qu'il est seul. Puis il y a des gens aussi qui sont seuls, mais c'est pas qu'ils sont seuls nécessairement dans la vie, c'est juste que cette soirée-là, durant le temps des fêtes, ils sont seuls parce qu'ils ont de la famille éloignée. Et vous avez tenu, puis on voit souvent là, des soupers de Noël qui se tiennent le 20 décembre ou le 15 novembre. Mais vous tenez, vous, à ce que ça se fasse le soir même de Noël? Oui, on dirait que c'est peut-être pour la signification, parce que peut-être c'est cette journée-là que les gens pensent le plus à Noël. Donc, nous, tout de suite, on s'était dit, c'est le 25 décembre. Et vous avez évidemment beaucoup de bénévoles qui travaillent avec vous. Les gens qui voudraient, par exemple, se joindre à votre équipe de bénévoles, comment on peut le faire? Oui, bien, tout simplement me contacter dans le 819-775-1735. Puis d'ailleurs, d'année en année, j'ai des bénévoles qui m'appellent, puis c'est beau, il y a des couples des fois qui viennent, il y a des jeunes qui m'appellent, des mères des fois qui sont seules, puis c'est le fun parce qu'on se fait des liens aussi entre bénévoles, puis même avec les participants. C'est beaucoup une question de lien. Il y a des années où est-ce que j'ai vu, par exemple, un monsieur qui a demandé d'aller prendre un café après le souper avec la dame. Une autre fois où est-ce que j'ai vu 2 dames échanger leur numéro de téléphone. Bien, ça, c'est des moments qui arrivent dans la soirée qui, pour nous, c'est cliché un peu de dire ça, mais qui, pour nous, ça fait juste encore plus contribuer à la raison d'être de l'événement. Oui, tout à fait, raison d'être. Donc, c'est le même numéro de téléphone, évidemment, là, pour des gens qui voudraient faire des dons. J'aimerais qu'on parle de la soirée comme telle, en terminant. Le 25, on se présente là. Et qu'est-ce qui se passe? À quoi on peut s'attendre comme soirée? Oui. Bien, premièrement, il y a le service de raccompagnement. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens de transport pour s'y rendre. Donc, les bénévoles, on va chercher les personnes à leur domicile. Puis, quand ils arrivent, on a toujours un chanteur ou une chanteuse. Donc, il y a toujours un petit spectacle, on accueille les gens, puis au départ, c'est ça, on fait un peu d'animation, des jeux aussi de groupe pour créer des liens, il y a de la danse. Après, on soupe, on a le souper, on a aussi, on fait des jeux, puis durant les jeux, il y a également des cadeaux, la remise des cadeaux, des prix de participation. Puis, c'est ça. Donc, tout découle. On a une bonne animatrice là, qui est Sharon Brennan. Puis, elle anime les gens là, vivement. Donc, on a du plaisir. Et quand vous parlez de bouffe, c'est pas n'importe quelle bouffe. Vous avez un traiteur, c'est les filles de Laurie qui fournissent le traiteur. En terminant, à quel endroit ça se passe et comment là, les gens qui ont envie de participer à cette soirée-là? En fait, ça se déroule à la salle de quai à Buckingham, au 210 rue Sauvé. La soirée débute à 17h. Puis, les gens doivent confirmer leur présence au 819-775-1735. Écoutez, Émilie Barrette, au nom là, de tous les gens qui vont être seuls, qui seraient seuls à Noël sans votre intervention, merci infiniment, puis on va vous souhaiter une très bonne soirée de Noël. Je peux juste ajouter quelque chose, Michel? Oui. Dans le fond aussi, il y a les gens seuls, mais il y a également les familles qui n'ont peut-être pas la chance de se payer un bon repas. Donc, les familles aussi sont invitées, ceux qui ne peuvent pas là, se permettre de manger un bon repas là, traditionnel de Noël. C'est noté. Merci beaucoup, Émilie.
Et comme à tous les jeudis soirs, on parle sport maintenant avec François Croteau. François, il y a eu du hockey la semaine dernière, les Mustangs 2-2, mais en fait, parlez-nous un petit peu de ces résultats-là parce que c'est pas aussi beau que ça peut avoir l'air sur papier. Ben là, on va commencer avec les deux matchs, le match de vendredi et le match de dimanche. Tout d'abord contre Ottawa-Ouest, une victoire de 6-3. Il faut souligner une performance là, de 4 buts de Dominic Robinson dans ce match-là. Et dimanche, contre Clarence, à Clarence, ben, on a remporté une victoire de 7-0. Je pense que l'équipe de Clarence là, a eu quelques difficultés, surtout en deuxième période. Disons qu'ils n'ont absolument rien vu. Et il faut souligner aussi encore la performance de Danny Boyer, qui a eu un but, 3 passes dans les deux matchs. Là. Alors, ça lui donne une très belle fin de semaine là, de 8 points. Il y a aussi Simon Danfous qui s'est illustré avec 4 passes. Et on ne peut pas passer sous le silence là, le travail du gardien Jean-Philippe. Oh. Jean-Philippe. C'est pas Charbonneau, Giroux! Oh, je m'excuse, Jean-Philippe, regarde. Voilà. Mais écoutez, on aurait normalement dû avoir 4 points au classement et on se retrouve avec 2. Ouais, Comment là, on explique ça? Disons que c'est suite au match contre Perth le dimanche dernier, là, il y a un joueur qui a eu une punition de match et normalement, ben ça implique une partie automatique de suspension. Oui, quand c'est dans les 10 dernières minutes de jeu. Le troisième, c'est ça. Et malheureusement, ben, il n'y a personne là, qui s'en est aperçu. On est 3 à vérifier la feuille de pointage, puis malheureusement, puis écoutez, là, c'est une tâche, là, puis c'est de valeur pour les joueurs, puis la direction, c'est sûr qu'on n'est pas fiers. Mais écoute, c'est arrivé, puis il faut passer par-dessus, il faut l'effacer. Alors, on a perdu là, ce match, le match qu'on avait gagné contre Ottawa-Sabre, 5-4, ben on l'a perdu là, par défaut, 1-0. Ben, si l'équipe des Mustangs ne l'a pas vu, l'équipe d'Ottawa-Sabre a quand même, eux autres, vu oui, effectivement, puis c'est sûr. Voilà. Écoutez, toujours dans le monde du hockey, parce qu'on sait qu'actuellement, on est en plein 30e tournoi novice de Buckingham. Vous avez des résultats pour nous? Écoutez, ça se poursuit en fin de semaine. Il va y avoir là, les demi-finales et aussi la classe A là, qui va commencer là, samedi. Et mettez tout de suite à l'agenda que dimanche, ce sont les finales. Dans le moment, il y a, dans le C, il y a une équipe de l'association de la Lièvre de Gatineau qui est en demi-finale, ils vont jouer samedi. C'est l'équipe des Sharks, alors on leur souhaite bonne chance. Et à aux jeunes qui arrivent là, pour cette deuxième fin de semaine de compétition, ben écoutez, bonne chance. Et marquez au calendrier, vendredi après-midi, les demi-finales et les finales. Ça va être intéressant, c'est du bon calibre. Levez ça, là. Oui, félicitations aussi à tous ceux qui travaillent, parce qu'on sait que c'est beaucoup d'organisations, un tournoi, donc plein de bénévoles. Tous les bénévoles, oui, chapeau. Effectivement. La semaine dernière, on a parlé de patinage artistique. On a une petite fille de la région, en fait, de Tursault, là, qui était de passage, ou qui est actuellement de passage à Régina. On parle de Valérie Crispin. Vous avez des résultats pour nous? Oui, effectivement, c'est la compétition Est-Ouest qu'on appelle. C'est le préliminaire, si vous voulez, au championnat canadien. Pour elle, Valérie, c'est sa première participation à cet événement-là, un événement d'envergure comme ça. Et après le programme court, ben, elle est deuxième au classement, donc ça augure très bien. Le programme long va avoir lieu ce soir, jeudi soir, vers les 21h30, heure de Regina. Et on lui souhaite là, de pouvoir se classer, puis même d'aller chercher un podium. Et naturellement, puis surtout une place là, pour le championnat canadien. Il faut souligner aussi que dans la catégorie senior, il y a Samuel Anger qui participe également. On sait que Samuel est maintenant rendu chez les seniors et là, il est dans la même catégorie que Patrick Chang et les autres. Alors, ça va être toute une expérience pour lui là, de pouvoir se comparer là, au niveau de ses routines. Lui, ça commence samedi soir et ça se poursuit dimanche avec le programme long. Donc, on aura des résultats de ça là, la semaine prochaine. Oui, on va d'ailleurs tenter là, de rejoindre Valérie et Samuel pour avoir leur réaction suite à la compétition. On parle maintenant d'un autre sport où on est jugé par des juges. On parle de nage synchronisé. Des résultats intéressants pour deux filles là, de la région ici. Oui, c'est Karine Thomas et Stéphanie Leclerc. On sait que c'est eux autres
qui représentent le Canada là, en duo. Là. Ce sont les deux membres de l'équipe nationale. On sait que cet été, ils avaient participé à Londres dans la compétition par équipe, mais la retraite là, du duo canadien après les Olympiques, ça leur a permis, eux, d'avoir ce poste. Et naturellement, Synchro Canada leur a dit, vous l'avez, c'est à vous autres à le conserver. Oui. Et justement, il y avait la première compétition d'envergure au Mexique. Elles ont terminé 3e, un podium. Alors ça, c'est de bon augure. Et ils ont conquis le public en général là-bas, premièrement par une routine là, exceptionnelle, haute en couleurs, si je pourrais dire, et aussi les maillots là, qui étaient aux couleurs d'un Jaguar. Alors, ça amène un petit peu la diversité dans un sport qui est quand même encore un petit peu coincé. Parce que si on regarde les résultats aux Olympiques, et puis les entraîneurs canadiens le disent, les performances ne sont pas jugées en fonction des jeux ou de la performance même, mais plutôt du suivi ou de la carrière, un peu comme c'était le cas dans les Olympiques. Alors, j'espère que ça va décoincer ces gens-là, puis qu'ils vont s'apercevoir que ce que les gens veulent, puis pour la télévision, bien, ça prend du spectaculaire, ça prend de l'artistique, je suis bien d'accord, mais ça prend du spectaculaire. D'autant plus qu'on était les éternels 4e depuis plusieurs années, donc finalement un podium au Canada, bravo. C'est une ouverture de ce côté-là. Tout à fait. Ouais. Soccer, maintenant, Maxime Talbot, joueur défensif de l'année. Maxime Tissot. Maxime Tissot, ben oui. Maxime Talbot, j'ai pas mis mes lunettes, François, donc, mais oui, Maxime Tissot. Il va neiger en fin de semaine, c'est sûr. Alors oui, il a été nommé joueur défensif de l'année de la Ligue canadienne de soccer. Puis ce qui est le plus fantastique, c'est que lui-même l'ignorait. Il l'a su quelques jours avant là, le banquet ou le gala, si vous voulez. Il n'a même pas daigné se présenter parce qu'il dit « je ne gagnerai pas ». Puis finalement, c'est lui qui l'a eu. Il s'alignait, il faut le rappeler, avec le club école de l'Impact de Montréal. Alors, il a obtenu 5 buts en 16 parties, ce qui lui a permis d'avoir une invitation pour la tournée en Italie là, que le club a fait à la fin de la saison. Il a même joué contre le club de 2e ou 3e division là-bas, Fiorentina. Donc, lui, il espère avoir une invitation pour le camp d'entraînement de l'Impact, mais le gros club. Et c'est ce qu'on va lui souhaiter à Maxime Tissot. Voilà. Maintenant, de ski de fond. Oui, on a deux représentants de la région, Alexis Turgeon et Simon Lapointe, qui vont participer à l'épreuve de la Coupe du monde qui se déroule en fin de semaine à Québec. C'est la première fois qu'on a des représentants là, de la région depuis 1990 qui participent à un événement comme ça. Et ce qu'il y a de bon, c'est spectaculaire. Ça va se disputer dans les rues à Québec. C'est un sprint. Alors, oui, et puis ça passe devant le Parlement, et etc. Ça devrait être très haut en couleur. Fait que s'il y a des gens qui se dirigent vers Québec, jetez un coup d'œil là-dessus. Ils vont se mesurer notamment avec aux champions là, Alex Harvey et Dervon Kershaw. Alors, pour eux, là, ça va être toute une expérience. On leur souhaite une grande chance. Et attention aux lumières rouges. Oui, effectivement. Vous parlez maintenant, vous voulez nous faire des suggestions de cadeaux. On sait qu'on est en plein là, dans la saison d'achat de cadeaux et vous avez une suggestion de cadeau pour nous. Oui, c'est une Bible là, du hockey junior. On dit Bible, c'est un volume là, qui retrace l'histoire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'est écrit par Jean-Pierre Dauteuil et Jean-Philippe Otis. Ça retrace tous les moments importants là, de la Ligue junior majeure du Québec depuis là, sa conception là, au début des années 70, la fin des années 60. Il y a des anecdotes, il y a des statistiques, il y a des photos. La partie qui est réservée là, aux Olympiques de Hall, aux Olympiques de Gatineau, c'est très, très bien fait. On peut prendre le livre à n'importe quel chapitre, puis on n'est pas perdu parce que c'est chronologique. Et écoutez, juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, on parle de Michel Bergeron, naturellement, de Rodrigue Lemoine. Et si je vous dis même, regardez, on a entendu parler de Jean-Claude Carr. Oui. Vous connaissez? Il a fini une année, il a eu 206 points. Pensez-vous qu'il a fini premier? J'imagine, non? Non, il a fini 6e au classement. Il y a bien dénommé Pierre Larouche qui jouait dans ce temps-là. Ça va vous rappeler des souvenirs. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup, François. On se revoit jeudi prochain pour la dernière. Alors, merci à vous d'avoir été des nôtres. On se revoit mardi prochain alors qu'on va parler art et culture avec Hugo Parisien. Mon nom est Michel Pilote. Bonne fin de soirée sur nos ondes.